Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Le lundi 13 février 2023, il y a quelques semaines, des morceaux de corps humains ont été découverts par les agents d'entretien du parc parisien de Buttes-Chaumont. Moins de 48 heures après la découverte de la première partie du corps, la police a pu déterminer l'identité de la victime grâce à ses empreintes digitales. Il s'agissait de Assia Matoug, une jeune femme de 46 ans, mère au foyer de 3 enfants, originaire de Seine-Saint-Denis. Quelques semaines avant cette découverte, le 6 février, son mari Youssef Matoug était allé signaler sa disparition à la police. Selon les déclarations de BFM TV, 3 jours avant sa disparition, Assia aurait confié à sa sœur qu'elle sentait qu'elle allait bientôt mourir. Les déclarations incohérentes du mari ont mené la police à s'appesantir sur lui. Il aurait menti en prétextant que sa femme avait quitté leur immeuble dans la nuit du 30 janvier, ce qui a été invalidé par les caméras de vidéosurveillance de leur immeuble. Ils ont également compris qu'il a menti quand il leur a dit s'être rendu sur différents lieux pour essayer de la retrouver. Son mari Youssef Matoug, placé en garde à vue jeudi, est passé aux aveux le vendredi 24 février. Il a donc avoué avoir tué sa femme, puis jeté les parties de son corps dans un parc public. Youssef, face aux enquêteurs, a expliqué son geste en disant, je cite, « Des rancœurs qui existaient au sein du couple depuis plusieurs années l'ont amené à faire ce qu'il a fait. » Il ne s'est pas dit qu'il pouvait prendre de la distance, se séparer, divorcer, etc. Il a décidé de la tuer. Cela s'appelle un féminicide. Selon le collectif Féminicide par compagnon ou ex, depuis le début de l'année 2023, en France, 22 femmes ont déjà été tuées par leur compagnon ou ex. Aux États-Unis, 162 femmes ont déjà été assassinées par leur compagnon ou ex. Youssef Matoug a découpé le corps de son épouse avant de l'éparpiller. La photographe Camille Garbi a réalisé un projet en 2019 intitulé « Projet Preuve d'amour », qui est une série de photos sur les objets utilisés par les hommes pour assassiner leur épouse. Même si les objets les plus utilisés dans les meurtres des femmes par leurs conjoints sont des couteaux et des armes à feu, cette série démontre que tout peut servir. On peut voir des objets comme les fils électriques, un coussin, un fer à repasser, une casserole, un cutter, un sac plastique, une ceinture de peignoir, une enceinte de son, etc., une voiture. Et à chaque fois, on peut lire des noms de quelques femmes qui ont été tuées avec ces objets-là, leur âge et le lieu de leur meurtre, liées dans leur malheur par l'objet avec lequel leur partenaire leur a ôté la vie. Des objets du quotidien qui démontrent surtout que c'est dans leur propre maison qu'elles ont trouvé la mort dans la main de personnes avec qui elles partageaient leur vie. On pourrait ajouter à tout cela les mortiers, les pilons pour les pays africains, l'acide dans les pays asiatiques, etc., etc. Nous avons également celles qui ont été enterrées vivantes, comme le cas de Aurélie Vauquier, mise en béton par son conjoint Samir Limani, qui n'a même pas eu la pitié de la tuer avant pour lui épargner d'atroces souffrances. Il l'a enterrée vivante et a coulé du béton sur elle. La question c'est, pourquoi des hommes se croient en droit de vie et de mort sur des personnes qui ont eu le malheur de partager leur vie ou de naître dans la même famille qu'eux? D'où vient la haine des femmes? En Afrique, dans plusieurs tribus, avant la colonisation, et les évangélisations chrétiennes et musulmanes, le genre n'existait pas partout. Les rôles étaient déterminés par les capacités de chacun. Il n'y avait pas de question de supériorité de telle ou telle personne liée à son sexe. Il y avait des choix selon les fonctions et les aptitudes. Quand on remonte dans le temps et qu'on se penche sur les religions monothéistes, la violence sur les femmes y est pas mal présente. Dans la Bible, par exemple, il est écrit « Comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari » dans l'Éphésiens 5, 22-24. Dans la Genèse, Lot offre ses 2 filles et dans le livre des Juges, c'est le Lévite qui propose sa fille vierge puis sa concubine comme substitut pour protéger du viol ses invités. Mais le Lévite de Juges 19, 25 a un comportement encore plus inhumain
Il démembre le corps de son épouse, puis il les envoie aux 12 tribus comme une invitation macabre à se mettre en guerre. De nombreux thérapeutes qui s'occupent des victimes d'abus affirment que l'endroit le plus dangereux où les femmes souffrent le plus fréquemment et le plus intensément de la violence, c'est dans leur famille. Au-delà des histoires dont nous venons de parler, où les pères sont prêts à exposer leurs filles et à les faire violer, l'Ancien Testament en dit davantage sur les violences familiales. Dans Genèse 34, on raconte aussi le viol de la fille d'une famille importante. Mais qui a payé pour ce viol qu'elle a subi? C'est son corps qui est violé, mais c'est elle la coupable. En 2022, en France, 111 femmes ont été assassinées par leurs compagnons ou ex. Au Mexique, 968 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex, à savoir 108 femmes par mois, c'est-à-dire 3 meurtres par jour. Il faudrait penser au contexte des livres monothéistes. On ne peut pas continuer à apprécier nos réalités de 2023 à travers le prisme des époques où les livres monothéistes ont été rédigés. C'était il y a plus de 2000 ans. Réalisez-vous ce que représente la réalité de 2000 années. Le gouffre insondable qu'il y a entre nos vies aujourd'hui et la vie des humains de cette époque-là. Pourtant, beaucoup de violences exercées sur les femmes aujourd'hui sont défendues par des personnes qui disent que c'est parce que c'est écrit et que c'est comme ça que ça doit se faire. C'est Dieu qui l'a dit, donc oui, cette violence sera exercée sur toi. En 2008, le média Observer a raconté l'histoire d'un homme de Bassora qui a piétiné, étouffé, puis poignardé à mort sa fille de 17 ans pour avoir été vu en public en train de parler à un soldat britannique. Lorsque l'Observer a parlé à Abdelkader Ali, 2 semaines plus tard, il a déclaré « La mort était le moins qu'elle méritait. Je ne le regrette pas, j'avais le soutien de tous mes amis qui sont pères comme moi et je sais que ce qu'elle a fait était inacceptable pour tout musulman qui honore sa religion. » C'était clairement extrême. Il a tué sa propre fille parce qu'elle parlait à un soldat britannique. Mais la vérité est que le Dieu auquel beaucoup d'hommes croient aujourd'hui, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, cette version de Dieu-là, on a l'impression qu'elle déteste les femmes. Dans la Convention baptiste du sud de l'Amérique, par exemple, la déclaration de mission est que la femme doit se soumettre gracieusement à la direction servante de son mari. Pourquoi ? La question est pourquoi, en se mariant, un être humain qui gérait sa vie tranquillement doit se départir de son libre arbitre et devenir une marionnette guidée par un autre être humain juste parce que l'autre est un homme, c'est-à-dire un humain de sexe masculin. On peut se poser la question de pourquoi. Est-ce qu'il y aurait un deuxième cerveau caché dans le gland du pénis? Pourquoi est la question. Aux États-Unis en 2022, 766 femmes ont été tuées par leur mari ou ex ou petit ami. Sur le site internet Women Count, on peut voir leur nom, origine, date de décès, le nombre d'enfants qu'elles avaient, les détails du crime, absolument toutes les informations sur le meurtre de chaque femme. C'est une vraie base de données qui montre l'ampleur de la situation. En novembre 2006, le Nicaragua a interdit tout avortement sans exception, même pour sauver la vie de la mère, c'est interdit. En cas de viol, c'est interdit. En cas d'inceste, c'est interdit. C'est-à-dire que si tu as eu le malheur d'avoir été violé par un membre de ta famille lié par le sang et que tu tombes enceinte, tu ne peux pas avorter. La promulgation originale et le vote ont été largement attribués à l'influence de l'Église catholique. Dans un rapport publié ce mois-là, le Comité des Nations Unies contre la torture a qualifié l'interdiction totale de l'avortement au Nicaragua de violation des droits de l'homme. Donc en fait, les religions ont une piètre image des femmes. Par exemple, dans un quartier de Jérusalem, des séminaires religieux qui bordaient les rues ont placé des panneaux qui avertissaient et qui disaient « Si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas correctement habillée, ne traversez pas notre quartier. » Les pécheuses, celles par qui le péché originel est arrivé. Et pourtant, les femmes aiment Dieu. Les personnes les plus présentes dans les lieux de culte, ce sont les femmes. Et là, on se demande, est-ce que c'est une forme de syndrome de Stockholm? Ces religions qui demandent aux femmes d'être pieuses et soumises, d'embrasser la subordination et la fidélité inébranlable comme principaux devoirs, d'abandonner leur droit de façonner leur propre vie. Et contre quoi exactement?
Pourquoi la foi ne serait pas complémentaire avec le droit de se déterminer? C'est des questions qu'on peut se poser. Et le Dieu que nous avons aujourd'hui dans toutes les 3 religions monothéistes est un Dieu qui est né à une époque où la supériorité masculine était absolument tenue pour acquise. Et ce temps est passé. En Iran, les femmes sont assassinées, violées, lapidées parce que Dieu aurait dit que leurs cheveux est source de corruption. Le corps entier de la femme est source de conflits dans des pays où on mutile. On utilise la religion et les traditions pour tuer, pour découper, pour briser, pour tordre, pour écraser, pour effacer le corps féminin. Un corps que Dieu lui-même a pourtant façonné si on est croyant. Certaines traditions continuent de détruire le corps des femmes sous prétexte de sauvegarder l'honneur familial. L'honneur de toute une famille se tient entre les jambes d'une femme. And this is it sewn together, leaving a small hole for urination and even a smaller hole for penetration. This should not exist. Par exemple, le repassage ou l'écrasement des seins des adolescentes dès l'apparition d'un soupçon de poitrine. En Afrique de l'Ouest, quand la fille a entre 7 et 13 ans, soi-disant pour ne pas attirer l'attention des hommes autour, on lui écrase la poitrine. L'écrasement des seins qui se fait à l'aide de spatules. On violente le corps féminin au lieu d'arrêter, de condamner et de punir des hommes adultes prédateurs. Donc on porte la responsabilité de la violence que subissent ces filles-là sur elles au lieu de diriger cette responsabilité sur les vrais responsables, c'est-à-dire les prédateurs. Ou alors, au lieu d'éduquer les adolescents en général à la sexualité. Et à ce propos, une grande confusion existe entre l'éducation sexuelle et l'incitation sexuelle dans l'esprit de beaucoup d'adultes. Dans des pays comme la Somalie, l'Érythrée, le Soudan, l'Égypte, la Guinée, la Sierra Leone, Mali, Djibouti, etc., des femmes sont découpées au début de l'adolescence, puis recousues, sans anesthésie bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle, sous prétexte de les préserver pour leur mariage, où le mari pourra les découper à la lame la nuit de la noce pour être sûr d'être le premier et le seul à avoir possédé leur corps. En faisant cet acte, on leur vole leur droit au plaisir, à la jouissance de leur propre corps, parce qu'on veut s'assurer que le mari sera le seul qui pourra posséder ce corps-là et en jouir. Donc celle à qui appartient ce corps-là ne pourra même pas jouir de l'acte sexuel. Et le tout se réduit à ça. Dès son plus jeune âge, le contrôle et la domination sur le corps de la femme, la prolétaire du prolétaire, comme le dit quelqu'un. Ces pratiques assez barbares sont aujourd'hui remarquées dans des pays entre guillemets développés comme la France, l'Angleterre, la Belgique, etc. Dans la communauté expatriée de ces pays-là, même si la loi l'interdit, même s'il y a des campagnes de prévention, ces horreurs-là continuent encore aujourd'hui. Et l'unique raison, c'est la domination. Ces pratiques sont d'autant plus curieuses que dans d'autres parties du continent, la liberté sexuelle est célébrée et les jeunes femmes sont encouragées à expérimenter et à comprendre leur corps afin d'être des épouses sexuellement épanouies, comblées et expérimentées, comme dans certaines tribus malgaches par exemple. Donc là, nous avons affaire à deux visions opposées sur le même sujet. Il s'agit donc de construction sociale et tout ceci n'est rattaché à rien d'immuable. Allahu Akbar. Je n'ai pas trouvé de données précises sur des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, mais les cas sont légion. Par exemple, on a Ogochukwu Anene qui a été tué par son mari Wilson Uwadiegwu à cause d'une miche de pain en janvier 2023 au Nigeria. Nous avons Nafissatou Diédiou qui a été tuée par son mari au Sénégal. Nous avons Kra Benin Béatrice qui a été décapitée par son mari par jalousie en Côte d'Ivoire, etc.
you think that women should have the right to choose what happens to their own bodies? Personally, no. No, you think you should be able to choose what happens to a woman's body? I think if they're sleeping around, they shouldn't be allowed to abort the baby. Personally, I'm pro-choice. Wow. Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a renversé la garantie constitutionnelle qui protégeait le droit à l'avortement dans tout le pays, ce qui nie l'existence des principes universellement reconnus d'autonomie corporelle, d'autodétermination et d'égalité. Chaque année, une grossesse sur 4 se termine par un avortement. Donc, restreindre et interdire l'avortement ne supprime pas le besoin d'avorter, mais met en danger la vie des personnes concernées. Et c'est déjà vérifié parce que certaines personnes voyagent à travers les États-Unis pour aller au Mexique pour se faire avorter. Et déjà, il y a eu des cas de décès suite à des avortements clandestins dans des zones où les cliniques de contrôle parental ont été fermées. Plusieurs pays ont fait de grands bonds en arrière en ce qui concerne les droits à l'avortement. Beaucoup croient qu'ils peuvent imposer aux femmes des règles sur leur corps et pourtant le seul corps sur lequel vous avez de droits, c'est le vôtre. Et la vie d'une femme sera toujours plus importante que la grossesse qu'elle porte. Selon le professeur Richard Gilles, professeur à l'Université de Pennsylvania en sociologie, les hommes qui tuent les femmes de leur vie ne les perçoivent pas comme des êtres humains à part entière, avec leurs identités et leur individualité. Elles sont des accessoires de leur vie à eux, et plus précisément, ce sont des objets vivants, mais pas des humains comme les hommes. Pour eux, ce sont des objets dont ils sont les propriétaires. En Inde, les meurtres liés à la dot sont de 20 féminicides par jour, près de 7000 meurtres en 2020. En sachant que ces décomptes ne sont pas exhaustifs parce qu'il y a plus de mortes tuées par leurs compagnons qui sont passées sous le radar ou qui n'ont pas été recensées comme féminicides, alors qu'il y a une vraie distinction entre l'assassinat d'une femme pour des raisons X ou Y et l'assassinat d'une femme parce que c'est une femme. Au mieux, ces femmes sont des extensions de leur vie à eux et c'est pour cela que dans certains cas, les féminicides peuvent s'étendre aux enfants, où les hommes tuent leurs femmes mais aussi leurs enfants. On appelle cela les familicides. Comme exemple, nous avons le cas Dupont-Ligonnès, qui a disparu après avoir assassiné toute sa famille. On a l'Américain Chris Watt qui a tué toute sa famille et sa femme qui était enceinte pour recommencer sa vie avec une nouvelle femme. On a John Lewis également qui a éradiqué sa famille avant de s'enfuir. En Chine, il n'y a presque pas de données disponibles en ligne, mais les infanticides de bébés féminins sont irréellement élevés. Jackie True, une professeure australienne de relations internationales, explique les violences sexistes sur les femmes à travers l'économie politique à l'échelle mondiale. C'est un métier qui détruit beaucoup et les gens profitent de ce système-là pour nous abîmer le corps. Moi, je dis, notre corps n'est pas l'objet des clients dans l'hôtel. Quand ils voient la femme de chambre, c'est là ils vont se mettre nus. Et quand tu frappes la porte, le client ouvre la porte, il te montre son cesse. Souvent, il te touche les seins. Souvent, il t'insulte. Il y a tout dedans. C'est pas parce que tu es venu travailler, tu cherches de l'argent pour nourrir tes enfants, que le client peut profiter de ça pour pouvoir t'utiliser, pour pouvoir utiliser ton corps. Le travail de femme de chambre, c'est un métier qui est invisible. Comme les gens n'en parlent pas, les gens profitent de ce système pour venir faire du n'importe quoi dans les hôtels. Selon elle, toute violence découle de relations d'inégalité, l'ubérisation de notre société où les protections sociales reculent. Cela contribue aux inégalités structurelles dans lesquelles les femmes sont les plus mal loties. L'exemple le plus simple en est le combat entre les femmes de ménage du groupe hôtelier Ibis et la direction, où la sous-traitance a favorisé des conditions de travail inacceptables. Et c'est d'ailleurs à travers ce combat-là et tout ce qui s'en est suivi que Rachel Keke est à l'Assemblée nationale française. Troisièmement, son approche montre les liens entre la violence sexiste et les conflits mondiaux. On cherche plus gravement à détruire l'appareil génital féminin. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'est pas seulement de viol, il s'agit de torture abominable. Parce que mettre de l'essence enflammée dans un vagin,
hein, ou de déchirer de l'intérieur avec un couteau, ou lui faire exploser une balle, ce n'est pas un viol, c'est autre chose. Il s'agit de détruire vraiment l'appareil génital féminin pour empêcher la reproduction. Ces violences sexuelles, elles détruisent pas seulement ces femmes, mais une communauté entière, une société entière. C'est-à-dire quoi? Pendant les conflits, la violence sexiste comme arme de guerre comprend les viols des femmes et des enfants, les assassinats, les viols avec engrossement volontaire, c'est-à-dire que les soldats vous violent dans l'intention de vous faire tomber enceinte. Ils ont juste envie de vous imposer de la grossesse. On a aussi la traite des femmes comme arme de guerre. Et ça, on l'a déjà remarqué avec le conflit en Ukraine, où plusieurs femmes enfuyant la guerre dans leur pays en Ukraine se sont retrouvées dans des réseaux de prostitution dans toute l'Europe. L'hypermasculinité et la masculinité militaire contribuent à la normalisation de la violence dans les sociétés, même après la fin du conflit. Et ces cas-là sont légion dans des pays comme le Congo. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, le taux de féminicide en Afrique du Sud est 5 fois supérieur à la moyenne mondiale. Women are getting killed every day and no justice is being given. South Africa's femicide rate is 5 times the global average. It's so corrupted because of the police, they're not doing their job. The same men who are supposed to protect us are the same men who are killing us. Alors que l'Asie est la région avec le plus grand nombre absolu de meurtres de femmes, parce qu'elles sont des femmes, l'Afrique est la région avec le niveau de violence le plus élevé par rapport à la taille de sa population féminine. Plus de 69% des femmes intentionnellement tuées en Afrique en 2017 l'ont été par un partenaire intime ou d'autres membres de la famille. Selon l'ONU, au Kenya, 8 femmes en moyenne sont mortes chaque mois en 2019, les suites d'un féminicide. Dimanche s'est ouvert en Égypte le procès d'une affaire qui a déclenché une colère généralisée. Le meurtre d'une étudiante par Mohamed Abdel, dont elle rejetait les avances. En Égypte, il y a eu 113 cas de femmes assassinées à la suite de violences domestiques en 2020 et un total de 165 cas de féminicide la même année, selon la fondation EDRAC pour le développement et l'égalité. Il faut savoir que la période du Covid a aussi exacerbé les violences contre les femmes. Women's Studies diploma. Let me tell you, you're probably gonna marry a rich guy. Like the gold digger that you are. You act like you're respectable. Well, you don't have any respect for average guys. You fucking gold digger. La haine des femmes a peut-être été nourrie par la religion, l'industrialisation et les guerres, mais aujourd'hui, elle est animée sur Internet. Sur les Internets, nous avons des communautés d'incels et de masculinistes dont le seul but dans l'existence est de détruire les femmes, les remettre à leur place, leur rappeler leur rôle, leur rappeler leurs devoirs, etc., etc. En fait, les incels, c'est-à-dire célibat involontaire, ce sont des hommes célibataires, mais que ce n'est pas un choix. Et cela crée chez eux une certaine haine de la femme parce qu'ils auraient voulu pouvoir accéder à des corps féminins pour assouvir leurs besoins sexuels, entre guillemets. Ce que je trouve assez symptomatique du privilège masculin parce que il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires involontaires, mais on ne les voit pas sur Internet en train d'appeler au meurtre. Et ça peut aller jusqu'à des meurtres de masse parce qu'on se rappelle de l'histoire de cet incel-là, Marc Lépine, qui est allé justement dans une université canadienne et qui a tiré avec une mitraillette sur des jeunes étudiantes parce que, selon lui, les femmes n'ont rien à faire dans des universités et qu'elles volent la place des hommes. Et qu'ils n'arrivent pas à se trouver une petite amie et ils n'arrivent pas à avoir des relations sexuelles. Marc Lépine, de son nom de naissance Gamil Garbi, armé d'un fusil semi-automatique et d'un poignard de chasse, pénètre dans une salle de cours du 2e étage de l'école polytechnique de Montréal. Il demande aux hommes de quitter les lieux. Et lorsque les hommes ont quitté la salle de classe, il a tiré uniquement sur des femmes en disant « je hais les féministes ». Imaginez toute cette population de femmes aujourd'hui qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas de petite amie, qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Parce que justement, on vit dans une société extrêmement menaçante pour elles.
ou parce qu'elles ne sont pas au goût de la société, donc elles ne sont pas désirées, personne ne veut d'elles, ou alors elles se sont retrouvées dans cette situation parce que finalement elles ont choisi d'être seules par peur de subir des violences. Imaginez si ces femmes-là décident aujourd'hui de se rendre dans des lieux publics où elles savent qu'elles vont tomber sur des hommes, par exemple dans des stades de football ou je sais pas quoi, et décident de tirer parce qu'elles n'arrivent pas à céder à des rapports sexuels. Donc clairement, il y a un privilège masculin là. Et pourtant, c'est les incels masculins qu'on voit sur Internet en train d'appeler à la violence sur les femmes. Donc ces hommes-là, ils veulent dire aux femmes ce qu'elles doivent être, ce qu'elles doivent faire. Ils savent mieux que les femmes ce qu'elles veulent, ce qu'elles peuvent. Du mansplaining en résumé. Ces hommes qui haïssent les femmes, mais quand même veulent vivre avec une femme soumise bien sûr et sans libre arbitre, cantonnée dans des rôles qui sont souvent des rôles de servitude non rémunérés. Et lorsqu'on observe réellement leur discours, ce qui les intéresse, c'est le travail gratuit. En fait, j'ai une théorie. Que la civilisation ne vous trompe pas. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Le ménage, la cuisine, gratuitement. Porter leurs enfants, utiliser le corps de ces femmes-là pour le plaisir et prendre soin d'eux en tant que leur mari, tout ça gratuitement. Dans un couple sain, ce genre de responsabilité serait partagé parce qu'il s'agirait de partenariat et la question de la gratuité ne se poserait pas et de la rémunération ne se poserait pas parce que c'est un partenariat de vie. Mais ce qui intéresse ces communautés de masculinistes et d'incels, ici, c'est d'exercer une domination capitaliste, ce qui les amène à vulgariser des comportements de prédateurs, de manipulateurs et de criminels. C'est ainsi qu'on peut voir la division des femmes en plusieurs catégories dans leur discours. Les jeunes qui sont encore manipulables et fraîches, entre guillemets, qu'on peut poursuivre de ces ardeurs, et les plus âgés qui sont des produits périmés, non baisables ou mal baisés ou arrivés en date de péremption. Ce que ces hommes ne disent pas, c'est que les femmes éduqués à leurs droits pourront voir clair dans leur manipulation, alors que des jeunes personnes en construction de leur moi peuvent être plus manipulables. Et c'est cette peur qui justifie le fait que souvent les masculinistes vont vers des adolescentes. Ce qu'on peut voir, c'est que ce sont des hommes qui n'aiment que d'autres hommes, qui ne respectent que d'autres hommes, qui n'écoutent que d'autres hommes, qui ne valorisent que d'autres hommes, qui n'élèvent socialement que d'autres hommes. Je qualifie ça d'homospécisme, d'homosentimentalité. On pourrait se demander aussi pourquoi les masculinistes ne se marient pas entre eux, ne vivent pas entre eux, vu qu'ils ont autant de mépris et de choses à dire sur ce que c'est que la femme. Dans absolument tout leur discours, on a l'impression que ce sont des gens qui méprisent et qui rejettent, qui détestent, qui haïssent fondamentalement ce que c'est que la femme et ce qu'elle représente. Selon eux, tout est à redire, tout est à refaire. Donc, s'il y a autant de rejet sur ce que c'est que la femme, sur ce qu'elle représente, pourquoi est-ce que les communautés masculinistes ne se marient pas entre eux? Mais quand on est à ce point quelqu'un, quelque chose, on reste loin de la personne ou de la chose. C'est une question légitime, mais parce que c'est une communauté qui est également gangrénée par l'homophobie, parce que c'est bien connu, un homme qui fait l'amour avec un autre homme, forcément c'est une femmelette. Il y a une grosse homophobie dans ces communautés-là. Dans ce nouvel écosystème social, l'ennemi, ce sont les femmes, leurs droits et bien sûr les féministes. Les gourous sont les masculinistes qui exploitent la misère sexuelle et sentimentale de certains pour participer à l'économie d'Internet. Et les victimes restent bien sûr les femmes et de pauvres jeunes hommes en quête de repères dans une société où les divisions sont de plus en plus radicales. Pour eux, les femmes sont tour à tour des créatures fragiles à protéger, écervelées, dont le cerveau, pour on ne sait quelle raison, est éteint, des enfants en somme, qui ne sauraient pas quoi faire de leur existence si les hommes n'étaient pas là pour les guider. Et dans le même temps, c'est encore des manipulatrices, des bonnes à rien, pour qui la vie est facile, il suffit de sourire bien sûr. Ce sont des prostituées, des sans-valeurs, des narcissiques, des diablesses et des pécheresses qui prennent leurs vacances chez Satan pour lui donner des types de malignité et de méchanceté. En fait, il faudrait savoir, il faudrait choisir.
C'est quoi? C'est des créatures fragiles ou c'est des suppôts de Satan? Chaque jour, des femmes meurent sous les coups des hommes parce qu'elles sont des femmes. Mais ce sont les féministes qui sont le problème. Nous vivons dans une société patriarcale. Cela veut littéralement dire que c'est un système de société ou de gouvernement dans lequel les hommes détiennent le pouvoir et les femmes en sont largement exclues. Où les hommes se protègent entre eux pour maintenir des systèmes de dominance, pour profiter et se faire profiter de ce système-là. Cette violence s'exerce également sur les enfants. Dans chaque classe, au moins 3 enfants sont victimes d'inceste de la part d'un parent et à 98% des cas, c'est la figure masculine familiale. C'est le père ou c'est l'oncle ou c'est le frère, le meilleur ami du père, etc. Do you have an occupation? I do. And what is that? I am a kingmaker. You know, my wife will tell you the same thing. Les statistiques prouvent que les femmes dans les sphères de décision ne sont présentes qu'à 30% contre 73% pour les hommes. Quand tu n'es pas présent pour donner ton opinion et défendre tes intérêts, tu seras écrasé. Il suffit de voir les bras de fer entre les syndicats ouvriers et les patronats. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que les femmes sont moins payées, qu'elles ont moins de postes de pouvoir, qu'elles ont moins accès à des formations scientifiques élevées, qu'il y a un plafond de verre qui littéralement les maintient à un certain niveau, qu'elles n'arrivent pas à dépasser pour se lever dans la société. Et cela a des répercussions sur leur santé, sur leur vie en général. Par exemple, l'humain par défaut dans les recherches pharmaceutiques pour les tests des médicaments, c'est un homme. Alors que biologiquement, nous sommes différents, les hommes et les femmes, et nous réagissons différemment aux médicaments. Il suffit de se référer aux accidents commis par des femmes sous le médicament Zolpidem, parce que ce médicament-là n'avait pas été testé sur des femmes avant d'être mis en vente, mais seulement sur des hommes. Et lorsqu'elles ont commencé à prendre ça, elles ont commencé à réagir différemment de la part des hommes. Et certains principes actifs de certains médicaments provoquerait par exemple du diabète chez des femmes et ne provoquerait absolument rien du tout chez des hommes. Mais ça, on le découvre seulement après avoir mis ça sur le marché parce qu'on a testé uniquement sur des hommes et pas sur des femmes. Parce que l'humain par défaut en laboratoire et dans les essais cliniques, ça reste des hommes blancs. Donc l'égalité de traitement, on en est absolument très très loin. Mae West, une célèbre artiste, actrice, chanteuse des années 70-60, disait que tous les hommes qu'elle a rencontrés voulaient la protéger, mais elle n'arrivait pas à savoir de quoi exactement. Donc, on crée une violence pour te voler ta liberté et ton indépendance, soi-disant pour te protéger contre cette même violence-là. C'est toi le gentil? Ouais, autant que je peux. Les filles se plaignent de tomber sur des salauds, mais souvent, quand elles rencontrent un mec gentil, elles sont pas intéressées. C'est que je veux pas être comme mon père. Tu comprends? Moi, je refuse d'avoir des rapports malsains avec les femmes. Ouais. Il y a des profils curieux qui interviennent aujourd'hui dans la question du féminisme, à savoir les nice guys et les pick me girls. Le nice guy, c'est celui qui croit que parce qu'il traite décemment les femmes, elles lui doivent quelque chose, pas juste parce que c'est ce que doivent faire des gens civilisés, non. C'est-à-dire se traiter correctement entre humains, ça non. Souvent le nice guy croit que c'est lui le gentil, sa mère contre le reste du monde, que les autres femmes sont des putes et les autres hommes sont des violentes créatures, mais pas lui. Le nice guy, il devient violent quand il n'obtient pas ce qu'il veut. C'est celui qui viole son amie un soir où elle a trop bu. C'est celui qui, après avoir dragué de manière gentille, décide de droguer son amie parce qu'elle refuse ses avances. C'est le gentil voisin qui devient violent parce que vous avez refusé de coucher avec, etc., etc. Le nice guy, il veut un trophée parce qu'il se comporte poliment avec les femmes.
Après tout, il peut choisir d'être un connard, mais s'il le fait, c'est surtout pour accéder au corps de la femme qu'il traite bien. Ce n'est pas parce qu'il pense qu'il devrait traiter les femmes correctement ou traiter simplement les humains correctement. La pick me girl, c'est celle qui croit que parce qu'elle adhère à la violence des hommes sur les femmes, elle sera mieux traitée et choisie et sera la préférée. En fait, c'est une mentalité de prisonnier parce que, personnellement, je crois que c'est des comportements post-traumatiques et qu'une thérapie s'impose. La pick me girl que je peux donner en exemple, c'est le personnage principal de la série Miss America, qui est une femme qui a essayé d'empêcher d'autres femmes d'accéder au droit de vote. Évidemment, on a d'autres exemples de pick me girl, comme Blanche Gardin. Quand on écoute le travail qu'elle fait, les propos qu'elle tient, on se dit qu'il y a un problème. Ces hommes tuent parce que beaucoup considèrent les violences dans le couple comme une affaire qui ne concerne que 2 personnes et il ne faudrait pas s'en mêler. Mais quand vous tombez sur 2 personnes qui ne sont pas en couple, en train de se battre ou de vouloir se battre, qu'une personne plus forte physiquement essaie de faire du mal à une autre personne moins forte physiquement, normalement les gens interviennent. Donc la question est pourquoi est-ce que lorsque c'est dans le cas d'un couple, tout le monde détourne le regard? Les hommes tuent parce que la police refuse de recevoir les plaintes quand les femmes trouvent la force d'aller déposer cette plainte-là. On les fait tourner rond, on les renvoie ou on les maltraite au point où beaucoup n'y retournent pas. Elles entendent des phrases comme « une gifle de temps en temps, ce n'est pas si grave »,« vous êtes la femme qui trompe son mari » ou encore « revenez demain ». Certaines femmes se voient refuser leur dépôt de plainte pour violence conjugale dans des commissariats sous des propos du genre de « nul n'est parfait ». Certaines ont également vu leur plainte refusée ainsi que le certificat médical pour dater et faire constater les violences physiques qu'elles ont subies. Donc la police refuse de prendre en compte ce certificat-là sans donner de raison claire. Les féminicides sont clairement liés à l'inégalité des genres. Certaines cultures justifient même les féminicides pour l'honneur de la famille. Les hommes tuent leurs femmes souvent pendant la séparation, le divorce ou pendant les périodes de crise financière avec leurs partenaires. Pendant la grossesse, pendant la naissance d'un nouveau bébé ou quelques années après la naissance d'un premier bébé qui modifie un peu la dynamique dans le couple. Fuck you! Fuck you! Get the fuck out of here! Fuck you, man! Get the fuck out! On ne peut pas demander gentiment l'égalité et l'arrêt des féminicides. Il faut obliger la société à évoluer de gré ou de force parce que beaucoup d'hommes ne se sentent pas concernés. # not all men, tout ça. À chaque fois qu'il y a une dénonciation, il y en a toujours un pour venir rappeler dans les commentaires à la victime que lui n'est pas ainsi, comme si c'était ça le sujet de la dénonciation. Et ça, il faut que cela s'arrête. On voit rarement des hommes réagir, dénoncer ce qui s'est passé juste en tant qu'être humain, pas en tant qu'homme, mais en tant qu'être humain. On les voit rarement se désolidariser, dénoncer les comportements, les paroles, les actions prédatrices envers les femmes des autres hommes qui sont autour. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça puisque vous avez besoin de l'entendre, mais je dis que c'est rarement le cas. Juste en tant qu'humain, dénoncer une violence qui est imposée à une femme, dénoncer leur père, leurs amis, leurs frères, leurs potes. Ils préfèrent ricaner et détourner le regard. Et c'est ce qu'on appelle la complicité. Donc pourquoi? Est-ce que c'est une mentalité de meute? Et quid des hommes qui assistent à des viols et qui ne réagissent pas en plein jour? Des viols qui se déroulent dans des gares, dans des trains, dans des arrêts de bus. Est-ce que c'est de la lâcheté ou est-ce que c'est de l'indifférence? Personnellement, je crois que c'est de l'indifférence. Il a fallu le mouvement MeToo pour que certains voient ce qu'il y a toujours eu sous leurs yeux, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Dans le dessin animé Le Prince d'Égypte, avant que Moïse ne découvre qu'il était membre des peuples opprimés, il n'y avait aucun problème à profiter de son statut de faux prince. Dès qu'il découvre qu'en fait, il est membre de la communauté des esclaves, qu'il vient de leur peuple, il devient touché et il devient pressé de les délivrer. Et pourtant, pendant toute sa vie, il a vu ces gens-là se faire fouetter, battre, tuer, exploiter par les pharaons. Mais il est devenu tout à coup sensible à la peine de ces personnes-là en apprenant la vérité.
Donc l'hypocrisie voudrait que certains événements deviennent inacceptables seulement quand nous sommes concernés. Et c'est pour cela que Amara Shakur a dit que nulle communauté ne s'est délivrée des chaînes de ses oppresseurs en faisant appel à la morale de ses oppresseurs. La majorité des hommes ne se sentent pas moralement gênés ni concernés par la violence faite aux femmes. Ces hommes ont cédé à la pression sociale et culturelle. Ils sont aujourd'hui en prison pour avoir tué leur mère, leur femme, leur sœur ou même leur fille. J'ai tué ma propre mère. Je suis en prison pour un crime d'honneur. J'ai tué ma sœur. Ces femmes sont victimes d'une tradition qui exige leur vie en sacrifice pour laver l'honneur de leur famille. Ils avaient déjà fixé la date de mon exécution. Ils avaient prévu de m'emmener dans les collines près du village. Ils devaient me tuer là. Je me suis enfuie. La sœur de cet homme devait être assassinée pour laver l'honneur de sa famille. Il affirme qu'on lui a demandé de tuer sa sœur ou de révéler l'endroit où elle se cachait. Il a refusé. C'est pour cela que certains disent « toutes les femmes sont des putes, sauf ma mère », bien sûr. Ça peut arriver aux autres femmes, tant qu'il n'y a pas de lien de sang, ça ne les dérange pas. Même à sa propre femme, ça va. Parce que le lien de sang est attaché à l'ego masculin et c'est pour cela qu'il y a des meurtres d'honneur. Comme c'est le cas de la jeune Kirti qui a été décapitée par son frère. Elle était enceinte de plusieurs mois. Son frère l'a décapitée et a fait une selfie avec la tête de sa sœur. Juste parce qu'elle s'est mariée sans l'approbation de lui, le frère, et de son père. Donc l'appel à la morale ne délivrera pas les femmes de l'oppression, du capitalisme et du patriarcat. Beaucoup se demandent à quoi sert le féminisme aujourd'hui. Bon, après tout, les femmes sont libres et travaillent. Ce n'est pas comme si on était en 1950 où il aurait fallu l'accord de ton mari pour ouvrir un compte en banque, etc. Eh bien, c'est simple. Ça sert à dénoncer les inégalités de traitement, cette fausse liberté qui tue. Ça sert à faire arrêter le génocide féminin, à stopper le fait qu'on tue des femmes juste parce qu'elles sont des humains féminins. Cela sert aussi à humaniser les hommes, à leur rendre leurs émotions et leurs faiblesses, leur vulnérabilité, parce que ce ne sont pas des robots, mais des êtres humains comme les femmes, et que leur nier cette humanité-là est une charge mentale qu'ils n'ont pas à porter. Ça sert à rendre à tout le monde sa liberté. Les pages féministes sont suivies par des femmes en majorité, des personnes déjà convaincues de la nécessité du message. Ce n'est pas la cible de ces messages-là qui lit et qui est éduquée. Même s'il est important de se rappeler certains droits de femmes pour ne pas oublier, pour rester vigilantes, les personnes qui suivent ces pages-là sont déjà au courant et sont déjà convaincues. Néanmoins, les responsables qui doivent comprendre et qui doivent être déconstruits ne suivent pas ces pages-là. Juste quelques hommes. Et quand ils décident de réagir, c'est pour essayer de silencier les témoignages des femmes, de nier ce qui leur est arrivé, de minimiser la violence qu'elles ont subie ou de se moquer tout simplement de leur expérience et de leur trauma, de les menacer, d'essayer de les honir, etc. Rares sont les hommes qui essayent d'écouter pour comprendre et se remettre en question sur ces pages-là. Vous n'allez pas recevoir un trophée parce que vous traitez les autres humains de manière décente. Le féminisme, c'est une nécessité et quand tout sera réglé, normalement, on n'aurait plus jamais besoin de ça. Mais je n'y crois pas. 8200 femmes tuées par leur conjoint ou ex depuis le début de janvier 2023. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Prenez soin de vous et à très vite sur une nouvelle vidéo.